Vous écoutez Panache, le podcast de la rédaction sportive de l'Avenir Verviers. Une vice-championne du monde, rien que ça, pour ce 4e numéro de Panache, nous avons l'immense privilège de plonger dans l'univers d'une sportive de haut niveau originaire de Plombières, Moresnet plus exactement, en province de Liège. En octobre dernier, elle signait une performance à couper le souffle 2 minutes 40 sans respirer pour atteindre la marque de 64 mètres de profondeur. Oui, on va parler de plongée en apnée et de bien d'autres choses encore avec notre invitée du jour. Elle a 32 ans depuis ce 21 janvier, vit une bonne partie de l'année à Nice et son compte Instagram est juste incroyable. Bonjour Marine Simonis. Bonjour David Lise. Alors vous êtes née un 21 janvier comme une autre Marine, ou plus exactement une Marina Foïs, l'actrice. Voilà, vous faites ce que vous voulez de l'information. Okay. Et puisque nous enregistrons le 22, eh bien avant toute chose, bon anniversaire. Merci. Je poursuis cette petite introduction pour rappeler le principe du podcast Panache, un entretien, celui que vous écoutez en ce moment, et puis en fin d'interview, on coupera les micros pour poursuivre cette discussion. Et cette deuxième partie sera, elle, à retrouver exclusivement dans les colonnes de l'Avenir, le journal et le site web www.l'avenir.net. Ce numéro et les précédents épisodes du podcast avec Moussa Diallo, Maxime Deget et François Darimont sont disponibles sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, Deezer et évidemment sur l'avenir.net. Alors Marine, je le disais en introduction, en octobre 2024, tu as décroché le titre de vice-championne du monde de plongée en apnée en descente à la brasse, c'est juste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire sans aide, mais à la force de ton corps et de ton mental. C'était en Grèce. Bravo pour cette superbe performance. Un tout grand merci. Et donc on sait qu'il est important de faire le vide quand on plonge comme ça, mais tu as pensé à quoi en voyant que tu arrivais à ton objectif, à ces 64 mètres sous l'eau ? Alors, la chose la plus difficile pour moi, en fait, c'est la descente à chaque fois. Je sais qu'une fois que je suis arrivée à la plaquette et que j'ai récupéré mon petit tag qui montre que je suis bien arrivée au fond, là, je sais que j'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée à cette plaquette et que j'ai senti du bout des doigts le petit velcro qui montrait que j'y étais arrivée, ben voilà, le travail de remontée était bien sûr à faire encore, mais au niveau mental, le travail avait été fait et vraiment, c'était super. J'étais super reconnaissante d'y être arrivée, ouais. Pour préparer ce podcast, j'ai évidemment lu et écouté pas mal de choses et j'ai appris que dans ta discipline, on doit déterminer à quelle profondeur on compte descendre avant de plonger. Donc on annonce avant la marque qu'on souhaite atteindre. Ça veut dire qu'il faut connaître ses limites. Est-ce qu'on n'est pas tenté en compétition de viser trop haut ou plutôt trop bas ? Oui, c'est un problème en fait. Enfin non, c'est un problème. C'est ce qui fait aussi la beauté du sport, c'est que c'est un petit peu la mise aux enchères justement parce qu'on ne sait pas ce que nos concurrentes vont annoncer. Donc en fait, c'est toujours savoir où est-ce que je me situe, comment je me sens ce jour-ci, comment peut-être je vais me sentir demain et faire en fonction de ça et essayer de ne pas rentrer dans le cercle vicieux de se mettre en compétition avec les autres et d'annoncer en fonction des autres, ce qui est pas toujours facile parce qu'au final, tout le monde a le même problème, c'est ne pas vraiment savoir ce qu'on va annoncer parfois et du coup, si on rajoute des composantes inconnues, ça devient de plus en plus difficile, donc il faut vraiment essayer de juste rester sur ce que nous on sait faire sur un moment T et pas annoncer plus ni moins parce qu'en effet, il y a des plongées où au final on a tendance à voir un petit peu à la baisse et à être un petit peu déçu de ne pas avoir annoncé plus. Moi, en général, je suis plutôt du genre à aimer annoncer des max en compétition parce que c'est là où je me sens le mieux, où j'ai le droit de ne penser qu'à moi pour une fois. Et du coup, c'est vrai que c'est là où j'arrive à performer en général. Donc on parle ici de plongée en apnée que tu pratiques depuis 6 ans. C'est finalement assez tard, puisque tu as 32 ans. Tu pratiquais la natation avant ça ? Oui, j'étais au DWST à 10 ans. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive à passer à l'apnée ? J'ai lu et écouté pas mal de choses et j'ai cru comprendre qu'il y a une rupture amoureuse derrière tout ça. C'est vrai ? Oui, en fait, j'avais été pendant longtemps avec quelqu'un et puis je suis partie en Australie où ça a été fini du coup. Et là, j'ai
je me suis dit, allez, je suis là, je suis sur place. Il faut que je me change les idées et que je fasse plein de découvertes, plein d'expériences. Et du coup, j'ai commencé sur un coup de tête à me dire, je veux faire mon baptême de plongée en bouteille. Et au décours de ça, au final, j'ai découvert l'apnée au fur et à mesure des mois, et c'est là où vraiment déjà le fait de pouvoir respirer sous l'eau, c'était juste quelque chose de dingue. Voir les maîtres qui s'alignaient au-dessus de moi, c'était juste complètement dingue, et de pouvoir respirer et voir tout ce qui se passait, c'était incroyable. Et puis le jour où j'ai découvert que je pouvais le faire aussi sans respirer, c'était encore décuplé. Tu es kiné, sportif de haut niveau et conférencière, on y reviendra. Ton quotidien ressemble à quoi? Ton quotidien, en tout cas de sportive, les entraînements, etc. Ça ressemble à quoi la routine d'une sportive comme toi? Et ben justement, vu que j'ai plusieurs vies en une, il n'y a pas vraiment de routine. C'est parfois un peu compliqué d'arriver à conjuguer un peu le tout, parce que oui, voilà, comme tu le dis, il y a des entraînements, j'ai plusieurs carrières à gérer qui sont, voilà, je suis pas encore sportive à temps plein, donc voilà, je continue à faire mon boulot de kiné, à gérer voilà, les choses avec les patients, avec mes collègues, je suis remplaçante, donc voilà, il y a tout un tas de choses à gérer de ce côté-là. Et alors les conférences, oui, en effet, où il y a un énorme travail avant le jour J, et qui fait que voilà, j'essaye de vraiment m'y mettre, de gérer mon emploi du temps comme je le peux, mais c'est pas toujours facile en effet. En saison, il y a donc, j'imagine, un gros travail de préparation, un coach mental, et au niveau physique aussi. Comment est-ce qu'on prépare une compétition? Quels sont un peu les différents types d'entraînement? Alors en effet, j'ai un coach mental et un coach physique qui était un ancien champion du monde justement de descente à la brasse, qui s'appelle Morgan Bourki, et du coup c'est vrai que ça m'apporte vraiment le fait que j'ai 2 coachs spécifiques. Voilà, c'est hyper important parce que mon coach physique ne pourra pas m'aider sur le mental et mon coach mental ne pourra pas m'aider sur mon physique. Donc, ouais, c'est vraiment super important d'avoir des caractères complémentaires au final pour m'aider à avancer, vu que l'apnée est hyper mentale. C'est vraiment essentiel que j'arrive à travailler de ce côté-là aussi. Et alors, en saison... En fait, il y a 2 saisons. Il y a la saison d'hiver où là, je vais vraiment me focaliser sur la préparation physique. Et puis la saison d'été où là, c'est les compétitions, c'est le retour à la mer. Et où je vais diminuer ma partie physique. Justement, je vais aller un peu moins à la salle, faire moins de vélo en apnée, etc. Pour vraiment me focaliser sur voilà, l'apnée en elle-même. Parce que comme dans tout sport, c'est très bien de faire beaucoup de préparation physique. Mais ce qui va faire qu'on s'améliore, c'est vraiment juste de faire son sport au final. Donc c'est un sport qui reste assez peu pratiqué pour le moment, mais si certaines personnes qui nous écoutent veulent se lancer, en Belgique, on peut pratiquer ce sport où? Parce que ça suppose évidemment d'avoir des bassins de grande profondeur. On peut faire ça où, la plongée en apnée? Alors moi je fais ça à Nemo 33 à Bruxelles, c'est une fosse qui a été pendant un moment la plus profonde du monde, et ouais, on peut descendre à 33 mètres, donc c'est un super outil pour commencer, pour aussi pour moi en hiver, de toute façon à Nice je ne plongeais pas parce que l'eau était très fraîche, donc c'est parfait d'avoir ça justement ici en Belgique en pré-saison pour pouvoir ne pas perdre le contact avec la profondeur. Je vais revenir donc sur ta performance. J'évoquais les 64 mètres de profondeur et les 2 minutes 40 sous l'eau sans respirer. On parle là d'un double effort, se priver d'oxygène tout en activant son corps et ses muscles pour descendre. En apnée statique, les efforts sont différents. Et là, je crois que tu as déjà franchi un cap de 6 minutes. C'est juste? Oui, c'est ça. Pendant le Covid, on ne pouvait pas plonger. Du coup, je m'étais mise un petit peu au statique et voilà, on s'était entraîné et j'avais passé la barre des 6 minutes, que je n'ai plus jamais repassé depuis, mais parce que tout simplement, la plongée en profondeur, c'est pas du tout la même chose que le statique. Comme tu le dis, il y a un effort physique qui est complètement différent, donc une gestion de l'apnée qui est complètement différente aussi, et on n'est pas du tout sur les mêmes entraînements. Donc
pour le moment, j'ai mis ça de côté, mais peut-être qu'un jour, je repartirai sur du statique, on verra. C'est le journaliste qui parle, et donc vraiment, vu de l'extérieur, est-ce que c'est pas plus compliqué de ne penser à rien en apnée statique? Parce que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que dans ton type de plongée en apnée, il y a forcément une réflexion, on focalise le mental sur ce qu'on doit faire, sur les gestes, etc. Est-ce qu'en statique, on n'a pas un peu plus vite le mental qui s'active sur des distractions ou autres? Honnêtement, donc il y a le statique et le dynamique. Donc là, c'est les distances en piscine qui sont importantes. Aucun des deux, je kiffe. Parce que comme tu le dis, c'est déjà pas facile en apnée d'arriver à faire du lâcher-prise et à essayer de vraiment focaliser son attention sur quelque chose ou sur rien du tout, justement. Et du coup, en apnée statique, je sais pas comment ils font. C'est pas une discipline qui m'intéresse parce que pour le moment, en tout cas, je ne ressens pas du tout les mêmes choses en piscine que ce que je peux ressentir en mer, où là vraiment je sens l'écrasement de la cage thoracique. Puis bon, il y a rien à faire aussi, le fait de voir tout ce bleu autour de soi et d'être un peu dans l'espace au final. C'est quelque chose qu'on n'a pas en piscine où on compte les carreaux. Donc non, clairement pour le moment je veux vraiment rester sur la mer et sur les profondeurs parce que j'ai des sensations qui sont complètement différentes que ce que je pourrais expérimenter en piscine. Alors, évidemment, tout le monde, ou presque, a déjà essayé de retenir sa respiration le plus longtemps possible, que ce soit sous l'eau ou pas d'ailleurs. À ne jamais faire seul. À ne jamais faire seul. Mais la question, c'est, quand on est sportif de haut niveau, et que l'idée, c'est justement de se priver d'oxygène notamment, comment fait-on pour éviter le stress et la peur de l'accident? Comment fait-on pour ne pas y penser justement pendant l'effort? Alors, la peur de l'accident... c'est vrai que j'en ai eu un il y a maintenant 3-4 ans. C'était à mes premiers championnats du monde et c'est quelque chose qui m'a vraiment fort choquée et qui m'a impacté tout du long depuis. On nous a fait plonger alors qu'il y avait du courant énorme et juste après moi, parce qu'il y avait eu trop d'accidents, on a arrêté la compétition. Un accident, c'est-à-dire un accident hypoxique, donc une perte de connaissance. En fait, au final, quand tu plonges et qu'il y a énormément de courant, le problème, c'est que tu consommes bien plus, vu que c'est comme si tu étais à courant d'une rivière en apnée. Donc, clairement, l'objectif physique, il n'est pas du tout le même. Et c'est selon les juges, à l'appréciation des juges, de savoir s'il va falloir arrêter la compétition, et ils ont attendu qu'il y ait quelques accidents qui se passent. Okay. Mais voilà, le mal pour moi était fait, ils ont arrêté juste après moi et le mal était fait. Il y en a qui arrivent sur une même compétition à aller chercher la samba ou la sacope et replonger le lendemain. Clairement, moi, c'est pas du tout comme ça que j'arrive à plonger et je ne voudrais plus jamais en faire. Maintenant, ça fait partie ça fait partie du risque du sport aussi. Comme dans tout sport, il y a des risques et lui en fait partie. Maintenant, mon but à moi, ce n'est pas d'aller chercher mes limites jusqu'à les dépasser, c'est d'être juste en dessous à chaque fois. Mais du coup, c'est vrai que cet accident-là, il y a 3-4 ans, m'a vraiment impacté tout du long pour le reste. Et il a fallu que je me remette en confiance parce que cet accident, je ne l'avais pas senti venir. Donc mon corps a juste lâché sans que j'ai quoi que ce soit comme sensation. Donc ça m'a beaucoup effrayée pour le reste parce que quand tu sais pas quand ça arrive, quand tu sais... Il n'y a pas eu de signaux rien, avant. Rien. Je n'ai rien senti venir. Je me suis réveillée sur le bateau médical et mon ami était juste en dessous à me rassurer et tout ça, et j'en rigolais à ce moment-là, et puis au fur et à mesure, en réfléchissant, je me suis pas rendu compte de ce qui s'était passé, et du coup il faut réussir à refaire confiance à son propre corps, et ça c'est pas facile, et du coup ça c'est quelque chose que je garde toujours en tête, quelque chose
négatif qui s'est produit pour moi, mais qui, je pense, a eu un impact positif pour le reste, parce que voilà, maintenant je suis super safe et j'ai une autre approche de l'apnée maintenant depuis que ça m'est arrivé. Et avec mon coach mental, justement, pour revenir à ta question de comment on fait pour gérer cette peur, j'essaye vraiment de me mettre, de réfléchir à 3 choses qui me mettent en confiance. Donc ça va être sur mon environnement à un moment T, sur la compétition. Donc voilà, par exemple les apnéistes de sécurité, je sais que leur visage, rien qu'avoir leur sourire réconfortant, en fait ça me fait vraiment du bien. Je sais que je suis entre de bonnes mains. Il y a aussi le contrepoids, la ligne qu'on appelle la ligne de vie, qui me rattache à la surface. Et puis quelque chose en moi aussi qui me donne confiance en moi, c'est mes aptitudes, ma résilience et ma capacité à avoir une super technique au final qui font la différence. On va pas se mentir, vu de l'extérieur, le sport ça peut être dangereux, mais là en l'occurrence on se dit que l'accident il peut parfois être très grave, et donc j'ai bien compris que tu arrivais à gérer cette peur, mais moi j'ai une petite question, comment tu fais pour gérer la peur de tes proches, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas toujours rassurés de te savoir si bas sous l'eau avec cette quête de performance qui malgré tout comporte une part de danger. Le risque, ouais. Comment eux le vivent et comment toi tu vis le fait justement peut-être de savoir qu'eux s'inquiètent pour toi. Clairement, ça n'a pas été facile au début. C'est au fur et à mesure des compétitions, des années où, surtout que j'ai commencé avec... ça faisait du coup 2-3 ans que je faisais de l'apnée, et quand j'ai eu cet accident-là, je ne leur avais pas dit au départ. En fait, en apnée, on a justement un drone sous-marin qui nous suit, et c'est ça qui donne ces images incroyables de plongée. Et ça, c'est visible en direct. Et mes parents, je ne leur ai jamais donné le lien du direct à personne. D'ailleurs, au final, il y a que les gens de l'apnée qui le savent. Suivent, ouais, voilà. Et mon compagnon à qui j'ai osé lui donner. Et cette année, c'était la première fois où j'osais donner le lien à mes parents pour qu'ils puissent me suivre, mais pas pour la brasse, pour les autres disciplines où je sais que là, il pourra jamais rien se passer. Mais du coup, oui, je pense qu'ils savent maintenant que je ne suis pas une tête brûlée, que ma recherche des limites ne veut pas dire que je vais les dépasser, en fait. Et du coup, au fur et à mesure des années et des saisons, ils apprennent à me faire de plus en plus confiance. Mais à chaque fois que je leur dis « Ah, j'ai fait ça !» ils me disent « Ouais, calme. » On a parlé du danger, de la peur, il y a la gestion du stress aussi, et ça fait partie de ces choses que tu évoques lors de certaines conférences, puisque parmi tes multiples casquettes, il y a celle de conférencière. Alors on va pas tout dévoiler, le but c'est quand même de garder une primeur et une exclusivité à ces conférences, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces conférences, qu'est-ce que tu y expliques par rapport justement à ton vécu C'est vrai que dans mes conférences, ce que j'aime bien aborder, c'est voilà, dans notre vie de tous les jours, on est hyper sollicité partout, que ce soit les emails, que ce soit les notifications, des messages des amis, du boulot tout le temps. On est hyper sollicité partout tout le temps, et du coup, notre tête, en fait, le nombre de pensées qui se passent dans notre tête sur une journée est juste énorme. Et en fait, ces pensées, elles sont très rarement sur le moment présent. C'est toujours « Ah, je dois faire ça. Ah, j'ai ça sur ma liste. Ah, il faut pas que j'oublie ça. Ah, il s'est passé ça avec l'autre. Ah, punaise, et avec lui. » Donc, on a souvent, dans la journée, des pensées parasites qui nous viennent, qui sont très rarement positives en plus de ça. Et du coup, l'apnée, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'arriver à me recentrer sur le moment présent et à être à l'écoute de mon corps et vraiment être focalisé sur ce qui se passe en ce moment. Et ça, tu le partages Et ça, je le partage du coup sur mes conférences, parce que je pense que c'est vraiment le mal du siècle, c'est justement d'être hyper sollicité partout tout le temps et de ne pas arriver à vivre le moment. Il y a ces conférences, ton sport, mais aussi ton quotidien de kiné. Être vice-championne du monde, ça ne suffit pas pour vivre à 100% de son sport. En fait, l'apnée, c'est un sport qui est en pleine expansion pour le moment depuis que j'ai commencé. Au final, le nombre d'adhérents augmente chaque année. La manière aussi de rendre le public
visible, évolue aussi. Voilà, le drone dont je te parlais il y a 5-6 ans, c'était très rare de l'avoir sur des compétitions. Et du coup, ce sport, il est en pleine expansion. Il y a plein de records qui sont battus encore chaque année. Donc la visibilité, elle augmente, mais pour le moment, je ne peux pas encore en vivre parce que, en Belgique, en plus, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, par rapport au sponsoring. Et ça, c'est un peu le problème de tout athlète. Le fait d'être vice-championne du monde, j'espère que ça va m'apporter des choses, ça c'est sûr. Pour le moment, je continue à être kiné parce que aussi... je veux pas perdre le contact avec ce boulot-là parce que c'est un boulot que j'aime et une fois que j'aurai fini ma carrière, je ne sais pas dans combien d'années, il est très très probable que j'y revienne. Donc je veux vraiment garder ce contact avec ce métier. Ouais. Aujourd'hui, tu es kiné en région liégeoise ou toujours à l'académie Mouratoglou ? Non, je suis en région liégeoise. Je fais des remplacements du coup, vu qu'avec ma carrière d'apnéiste, c'est un petit peu compliqué parce que je dois partir pendant plusieurs mois sur l'année. Donc là, je suis repartie sur la formule des remplacements pour être là, enfin travailler quand je suis là et pas avoir... pas être retenu. Voilà. Donc cette expérience à l'académie de tennis de Mouratoglou, dans le sud de la France. Ouais, à Antibes. Tu étais là donc comme kiné, mais est-ce que tu as eu l'occasion de partager un peu ton expérience sur le mental ? Parce que très clairement, le tennis, c'est aussi un sport où en grande partie, ça se joue dans la tête. Alors, c'était une expérience de dingue de travailler là-bas, d'avoir Tsitsipas, Djokovic. J'allais te poser la question si tu avais croisé des joueurs ou joueuses connus, mais voilà, génial. On en a croisé quelques-uns. Medvedev aussi, Simona Alep. C'est ceux qui revenaient, qui revenaient régulièrement. Ouais. Après, moi je m'occupais pas d'eux, j'ai pas cette prétention-là, mais moi je m'occupais plutôt des patients externes sportifs qui venaient faire des stages, etc. Donc j'étais pas avec les grandes stars du tennis, mais c'était une expérience de dingue et le partage avec mes collègues là-bas, ça a fait décoller vraiment mon approche de la kiné du sport. Parce que j'avais fait la formation, mais il y a vraiment que quand tu pratiques, que quand tu pratiques que tu y arrives. Et le partage que j'avais avec mes collègues là-bas, c'était juste dingue. J'avais pas encore énormément d'aspect mental à ce moment-là, de coaching mental à ce moment-là. Donc moi, j'ai pas beaucoup partagé. C'est surtout eux qui ont partagé avec moi. Je parlais de joueurs et joueuses de tennis. Au niveau de l'apnée, on considère que les capacités pulmonaires des hommes sont supérieures en moyenne ou bien il y a peut-être un projet de mêler les performances où il y a vraiment un écart important ? Il y a un écart, il y a une réalité physique qui est là, physiologique. Donc oui, les hommes ont une plus grande capacité, que ce soit au niveau musculaire ou que ce soit au niveau pulmonaire en général. Par contre, ce qu'on minimise, c'est l'aspect mental où au final, les hommes... Là, je vais partir un peu dans les stéréotypes, mais c'est vrai que les hommes apnéistes ont tendance à plus aller travailler sur leur physique et un peu laisser passer le côté mental. Et chez nous, les femmes, on a tendance à travailler plus le côté mental pour justement contrebalancer la différence qu'on a au niveau physique. Pour le moment, les records du monde sont toujours plus importants chez les hommes. Maintenant, je pense que la beauté du sport aussi, c'est que quand on voit une femme évoluer dans l'eau, c'est juste tout aussi incroyable que quand on voit un homme. Et c'est peut-être même un petit peu plus gracieux, j'ai envie de dire, la manière d'évoluer dans l'eau. Oui. Ça signifie aussi que peut-être il y a des prédispositions. Est-ce que quelqu'un de plus grand, qui a une cage thoracique plus développée, est a priori un meilleur apnéiste ou pas forcément ? Je pense que ce qui fait ma force, c'est que je mesure 1m80 aussi. C'est sûr qu'en brasse, j'ai besoin de faire peut-être moins de mouvements que mes concurrentes qui auraient la même technique pour une plus petite taille. Donc ça, c'est sûr que ça change quelque chose. Et puis alors, il y a tout l'aspect masse musculaire. Maintenant, il y a une japonaise qui a 4 litres de capacité totale pulmonaire, qui arrive à descendre à 100 mètres en monopalme. Donc au final, à partir du moment où on arrive à justement ne pas se blesser et à être bien souple pour éviter les blessures au niveau des poumons, il y a plein de choses qui sont possibles.
Je l'ai glissé en introduction, mais avec cette capacité à rester sous l'eau, eh bien ça donne des photos et des vidéos sublimes sur tes réseaux sociaux et ton compte Instagram notamment. Je mettrai le lien vers ton compte, si tu es d'accord, en description du podcast. Et tu signes aussi une apparition dans le clip du groupe Hervia Icons. Est-ce qu'on te propose parfois des projets dans la publicité ou le cinéma? Et si pas, est-ce que ça te plairait? Ah, ce serait un rêve de dingue, ouais. Donc j'ai une amie qui a fait doublure sur un film Netflix qui s'appelle le film sur Audrey Mestre, Sous emprise, et qui m'a dit c'est juste dingue cette expérience d'être sur le plateau, de voir tout le backstage et tout ça. Et ouais, j'aimerais trop pouvoir faire ça. Ce serait dingue vraiment de rencontrer un petit peu et de voir tout ce qui se passe derrière la caméra. J'adore. Par exemple, j'ai été invitée sur le plateau de RTL et de la RTBF en direct, et j'étais comme une gosse à Noël de voir tout ça. C'était vraiment dingue. Ça fait ça fait 32 ans qu'ils sont dans mon salon avec mes parents. Le journal, c'était toujours quelque chose, un rendez-vous obligé. Et du coup, de voir tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est incroyable. Et donc, j'imagine que tu n'as pas longtemps hésité quand on t'a proposé l'apparition dans ce clip. Ouais, exactement. Et puis aussi parce que je connais Renaud Godard, du coup, c'était notre DJ Godish dans la région avant qu'il ne crée le groupe. Et vraiment adorable. Et du coup, faire quelque chose avec eux et Harry Faït aussi, que je regardais depuis des années avec son travail de photo sous l'eau. C'était super. J'étais super reconnaissante de pouvoir faire cette expérience-là. Tu as plongé dans pas mal d'endroits. Ton plus beau souvenir sous l'eau, j'imagine que ça inclut des visites ou en tout cas une proximité avec certains animaux sous-marins. Oui, ma plus belle expérience pour le moment, ça a été de nager avec un dauphin. Attention, pas à Marineland, hein, on ne visite pas ces choses-là. D'ailleurs, il est fermé maintenant. Mais dans la nature. C'était où? C'était à Nice. Ah. Ouais. On peut voir des dauphins dans le sud de la France. Et c'était juste vraiment une expérience incroyable. Il y avait un réel jeu. Il était tout espiègle envers nous. Il descendait, il remontait avec nous. Enfin, c'était incroyable. Et puis alors, il y avait aussi un requin-baleine pendant que je travaillais aux Philippines en tant qu'instructrice, qui est venu nous rejoindre sur une bouée aussi. Enfin, ouais, ça n'arrive pas très souvent. En général, tout ce qu'on voit, c'est du bleu et pas d'animaux. Mais quand des expériences comme ça arrivent, on se sent vraiment chanceux. Tu parles de Nice et donc de la Méditerranée. J'ai lu que tu expliquais que la température de l'eau change brusquement arrivée à une certaine profondeur, pas mal de degrés d'ailleurs. Comment est-ce qu'on gère ce coup de froid sous l'eau? Ça, c'est un petit peu mon problème. C'est quand je suis ici et que je m'entraîne à Nemo 33, Nemo 33, c'est 33 mètres à 33 degrés. Donc, une fois qu'on arrive en milieu naturel et que là, on doit repasser à en surface, au mois de juin, on doit être vers du 26-27 degrés. T'arrives à 15 mètres, là, il en fait plus que 13. C'est vraiment un mur d'eau froide. Et chaque mois de juin, je sais pas ce que je fais là. Je m'énerve un petit peu parce que j'ai cette sensation physique qui m'empêche vraiment de descendre, et c'est ce mur il me faut plusieurs répétitions avant d'arriver à le traverser, parce que c'est quelque chose vraiment qui te surprend. Il y a une contraction des muscles aussi, j'imagine. Ouais. Et du coup, là on rentre un peu plus sur du technique, mais pour pouvoir descendre et ne pas se blesser aux oreilles, il faut compenser les oreilles. Donc injecter de l'air dans les trompes de stage qui vont arriver dans l'oreille moyenne et qui fait que le tympan ne va pas se percer. Parce qu'on a égalisé les pressions entre l'eau et l'intérieur de l'oreille. Et du coup, en fait,
quand on devient tout crispé et quand je passe la thermocline, il y a des réactions au niveau musculaire qui se font, et au niveau musculaire, au niveau ORL, et du coup en fait ça ferme tout au niveau de ma glotte, etc. Et ça fait que je n'arrive plus à équilibrer les pressions. Donc ouais, c'est super énervant et frustrant. Du coup, je sais que je dois encore travailler beaucoup mon mental pour passer outre ce mur d'eau froide. Et voilà, on verra cette saison-ci comment le retour à la mer se passe. Je l'ai dit en introduction, 32 ans depuis hier. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour pratiquer l'apnée ? L'âge idéal, il n'y en a pas énormément. C'est pas comme dans les autres sports au final où on est vraiment sur du physique à, je dirais, peut-être 90% et 10% de mental. Sur l'apnée, on n'est pas du tout sur ce genre de pourcentage-là. Donc au final, il y a plein de... Enfin, les grands champions au final sont plus âgés. Ils approchent de la quarantaine ou ils l'ont déjà dépassé. Donc ça, c'est pas un problème et c'est tant mieux parce que peut-être que dans 8 ans, on sera au JO de Melbourne. Donc ça me donnera 40. Oula. Bon, a priori, ce sera pas un problème parce que voilà, c'est un sport hyper mental. Et oui, du coup, on gagne au fur et à mesure des années et des expériences, on gagne en aptitude mentale et en gestion des émotions, en gestion du stress aussi. Si à 40 ans, c'est toujours un bon âge pour pratiquer l'apnée, la suite de ta carrière, tu la vois comment et jusqu'à quand potentiellement ? Cette carrière sportive, je vais voir jusqu'où elle me mène. Pour le moment, voilà, j'ai pas nécessairement envie d'enfant maintenant, donc ça c'est déjà un problème de régler. Et puis même si j'en avais, il y a des mamans aussi dans l'apnée, donc ça je sais que ce sera pas rédhibitoire. Bon, il faudra le temps de le faire, de le pondre et puis voilà. mais après je sais que ce sera pas un problème non plus. Par contre, c'est vrai que peut-être que j'aurais envie d'autre chose dans ma vie à un moment, mais pour le moment, je suis super bien dans ces 3 vies en une qui font que y a pas un jour qui se ressemble et j'arrive à vivre des expériences incroyables pour lesquelles je suis hyper reconnaissante et auxquelles je ne suis pas capable de renoncer pour le moment. Voilà, c'est ici qu'on a coupé les micros pour entamer la deuxième partie de notre discussion avec Marine Simonis. Comme expliqué, cette deuxième partie de l'interview sera à retrouver exclusivement dans les colonnes de l'Avenir, le journal et le site web. Alors de quoi a-t-on parlé avec Marine Simonis pour cette deuxième partie ? Eh bien de ses objectifs pour 2025, avec ni plus ni moins qu'une envie de record du monde, on lui souhaite, d'une participation probable à la Vertical Blue, la plus prestigieuse des compétitions aux Bahamas, ce sera pour l'été prochain. On a évoqué son calendrier, son autre passion, la pole dance, la région, puisqu'elle revient régulièrement du côté de Plombières où vivent ses parents, du fait d'avoir un compagnon qui connaît bien l'univers du sport de haut niveau, des compétitions à venir, oui, des objectifs, vous l'avez compris, mais surtout toujours ce souhait de prendre du plaisir. Merci encore à Marine Simonis, merci à elle pour son temps, merci de nous avoir fait découvrir son univers. On mettra les liens vers son compte Instagram à ne pas manquer et son site web, donc tout ça sera en description du podcast. On espère que cet épisode vous a plu, que la deuxième partie qui sera elle à lire et pas à écouter vous plaira tout autant. À bientôt.